Christiane. Donc, alors, Christiane, qui est donc notre conférencière de ce soir, après des études à Sciences Po, en sciences économiques, en histoire et un doctorat à la Sorbonne, Christiane Kennard a été journaliste, puis elle a fait une carrière dans la communication et le marketing, principalement dans le groupe Havas Vodwed, où elle a été directrice générale et après elle a été PDG de plusieurs sociétés. Elle a sillonné l'Inde pendant 12 ans, donc ce qui va intéresser notre amie Christine. Donc maintenant, je donne la parole à Christiane qui va nous présenter donc la soirée, le thème que vous connaissez qui est les valeurs de l'Inde. Peut-elle nous rendre, peut-être être une aide ou apaiser nos incertitudes actuellement. Voilà, Christiane, je te donne la parole. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Voilà deux petits compléments pour comprendre le contenu de ce qui va suivre. Je m'intéresse aux philosophies orientales au sens large, puisque notamment j'anime des ateliers philo pour les enfants. Et voilà, une deuxième petite note, les concepts indiens ont 2000 ans, mais ils sont toujours d'actualité. Donc j'espère que vous verrez la correspondance entre ces concepts et ce que nous vivons tous les jours. Alors, je vous propose d'être assez courte pour pouvoir laisser la place aux questions. C'est comme ça, je suppose que vous fonctionnez. Ouais. Bon. Alors, l'idée, c'est l'incertitude. Enfin, c'est le thème. Alors, inutile de dire que nous sommes tous en pleine incertitude. Alors, nous avions déjà un climat d'incertitude qui était lié à la crise économique, au bouleversement écologique, au fait que, enfin, je veux dire, il y a plein de bouleversements. Et puis, sur ce contexte d'incertitude, eh bien, vient le Covid. Et le Covid, c'est des incertitudes en plus, notamment des incertitudes scientifiques, puisqu'on a vu qu'il y avait des querelles entre scientifiques. Donc, que faut-il croire? Si on ne peut même plus croire à la science, si on doit même douter de la science, l'incertitude est encore plus importante. Il y a l'effet des réseaux sociaux, il y a la remise en cause des valeurs françaises comme la liberté d'expression avec l'affaire Charlie Hebdo. Il y a cette idée du monde d'après, etc., etc. Donc ça, c'est un tableau que nous connaissons tous. Et ce tableau se résume en quelques mots. C'est que nous, occidentaux, ce que nous cherchons, c'est la sécurité, la stabilité. Nous voulons maintenir notre civilisation, notre économie, notre niveau de vie, nos valeurs. Et nous sommes beaucoup dans une civilisation de contrôle. On est beaucoup dans le contrôle, que ce soit à titre personnel, pour construire un budget, pour gérer la société, etc. Et donc, on voit tout d'un coup ce contrôle un peu nous échapper. Et il y a notamment, avant de rentrer dans la façon dont les orientaux prennent ce genre de situation, il y a un livre intéressant que la plupart d'entre vous doivent connaître, qui est le livre de Taleb sur les signes noirs. Les signes noirs, vous savez, sa définition, c'est un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler, mais lorsqu'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Et dans son bouquin sur les signes noirs, il a fait toute une histoire sur environ 2000 ans de ces grands événements complètement inattendus qui ont eu de grandes conséquences. Et donc l'intérêt, c'est notamment de resituer ce qui nous arrive dans une perspective historique pour tout simplement constater ce que nous savons tous, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a une grande incertitude qui nous tombe sur la tête et qu'on doit s'en sortir et qu'en général, on s'en sort. Voilà. Alors, dans les concepts, les cultures orientales et notamment indiennes, je vous propose quatre concepts qui peuvent nous aider à prendre l'incertitude autrement. Alors le premier, c'est que dans ces civilisations,
on considère qu'en fait, nous sommes tous victimes de biais cognitifs qui nous empêchent de voir la réalité. Alors, je vais prendre deux métaphores. La première, c'est une légende, enfin une histoire très répandue chez les enfants en Inde. C'est l'histoire de deux grenouilles. C'est une famille de grenouilles qui sont au fond d'un puits. Alors, c'est un grand puits, large, joli. Ça fait très longtemps que les familles de grenouilles habitent là-dedans. Et puis, un jour, il y en a une qui dit, bah, tiens, après tout, si je sortais du puits. Alors, elle sort du puits. Et puis, quelques temps plus tard, elle revient. Et elle dit aux autres, mais vous savez, on a toujours cru que le monde, c'était ces murs autour de nous, la terre en bas et puis le ciel en haut, tout rond et tout. Mais je vous dis que le monde, c'est pas du tout comme ça. En fait, le ciel est pas rond, le ciel est grand, il n'y a pas des trous partout, il y a des arbres et tout. Alors évidemment, les autres grenouilles la traitent de folle et lui disent, mais non, tu te trompes, etc. Une autre métaphore indienne qui est assez amusante, c'est l'histoire de pèlerins qui marchent dans la montagne. La nuit tombe, il fait froid, il commence à neiger et ils rentrent dans un refuge. Et à l'entrée du refuge, il y a un truc rond qui est enroulé. Et un des deux pèlerins a une terrible peur des serpents. Alors il contourne et puis, ouh là là, un gros serpent enroulé comme ça dans ce fond sombre. Quelle horreur, quelle horreur. Il va vite se réfugier vers la lumière. Et le lendemain matin, en sortant, il s'aperçoit que ce n'était pas du tout un serpent, mais que c'était un gros rouleau de corde qui était enroulé là. En fait, ces deux métaphores ont pour but d'expliquer que dans cette civilisation indienne, on dit « méfiez-vous, nos sens et nos émotions nous trompent, ils nous mentent. Et donc, méfiez-vous de ce que vous percevez, la plupart de ce que l'on perçoit est faux. » Alors moi, je vous raconterai une autre histoire qui, elle, qui serait typiquement française. Imaginons, c'est l'histoire d'une dame qui sort du travail le soir à 18h. Elle va rentrer chez elle, elle passe devant chez un fleuriste. Et puis là, il y a un beau bouquet de roses. Et elle dit, ah, elles sont belles, ces roses. Puis tout d'un coup, elle se dit, ah oui, elles sont belles, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu à la maison. Ah oui, je me souviens quand, au début de notre mariage, mon mari m'offrait souvent des roses. Ah, mais peut-être qu'il en offre à d'autres. Ah, mais peut-être qu'il ne m'aime plus. Et elle arrive chez elle, et elle engueule son mari, c'est la querelle, parce que tout simplement, elle a vu un bouquet de roses, elle en a déduit que son mari voulait la quitter. Enfin bon, tout ça, c'est pour illustrer ce premier concept que l'on dit, en fait, nous sommes tous victimes de biais cognitifs, c'est-à-dire en fait, notre mental, nos sens nous trompent. Donc, si on suit ce premier concept, en fait, on peut se dire, mais finalement, et si l'incertitude n'était pas négative? Et si dans le fond, ça n'était pas un problème? Est-ce que ce n'est pas notre esprit qui a imaginé que l'incertitude était un problème? Non. Donc voilà. Alors, en face de ce premier concept, les Asiatiques proposent une solution simple que vous connaissez tous, qui est tout simplement la méditation. Alors, qu'est-ce que c'est la méditation? Vu par eux, ce n'est pas juste se calmer l'esprit, être ici et maintenant, ressentir le sol sous les pieds, etc. etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est arriver à retrouver par le silence ce qu'ils appellent la vraie nature de l'esprit, c'est-à-dire reprendre le contrôle du mental, parvenir à ce qu'ils appellent la vision profonde qui permet de voir au-delà des perceptions et au-delà des émotions. Bon, inutile de dire que ce n'est pas en 5 minutes qu'on y arrive, mais ils prennent une autre métaphore, ils disent voilà, quand vous allez au cinéma, au lieu d'être dans le film, imaginez que vous êtes le projecteur et que vous regardez votre propre vie, votre propre esprit, ce qui se passe dans votre tête, comme si c'était un film. Donc, distanciez-vous de ce qui se passe dans votre tête, prenez du recul et dites-vous, au fait, et si l'incertitude n'était pas un problème? Voilà. Alors, il y a un deuxième concept oriental et asiatique et indien qui est très intéressant, c'est le concept de l'impermanence. Impermanence, c'est comme imperméable. L'imperméable, c'est quelque chose qui n'est pas perméable.
Donc l'impermanence, cela veut dire qu'en fait le monde n'est pas permanent et que la vie est impermanente. Et si elle était permanente, ce ne serait pas la vie, ce serait la mort. C'est-à-dire que la vie est un changement permanent. Alors, toujours pour reprendre des métaphores, parce que dans ces cultures-là, on utilise beaucoup les métaphores, ils disent, voyez, regardez par exemple une fleur. À chaque seconde, elle change en fonction des rayons de lumière, en fonction du vent, en fonction de la chaleur. On ne peut jamais prévoir le matin comment va être la fleur, etc. Donc, tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, les arbres, les insectes, etc., changent à chaque seconde. Et tout ce qui n'y change pas est mort. Alors, pour représenter la vie, par exemple, ils disent, voilà, finalement, la vie, c'est comme être sur un radeau qui est sur un torrent. C'est-à-dire que le torrent, c'est la vie, alors ça bouillonne, il y a des rochers, il y a des obstacles, etc. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? On est sur un radeau et on navigue. On navigue au mieux, mais il ne faut surtout pas essayer ni d'arrêter le torrent, ni de remonter en arrière, parce que la vie, ça coule. Une autre métaphore, c'est ce qu'ils appellent danser sous la pluie. Alors celle-ci, je l'adore parce que, bon, certes, dans ces pays secs et arides, quand la mousson arrive, tout le monde est content, tout le monde sort. Mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a de dire, voilà, il y a une mousson, il y a une catastrophe, il pleut, il pleut. Ben, au lieu de se mettre à l'abri, on va aller sous la pluie et on va danser. On va danser tout seul ou danser avec l'autre qui passe dans la rue. Ça veut dire, dans leur esprit, il y a des catastrophes. En plus, ils vivent dans des climats qui n'ont rien à voir avec le nôtre. C'est l'insécurité permanente. Donc, on ne peut rien contre l'insécurité. Donc, autant la vivre en dansant, autant en profiter. Je prendrai une autre métaphore qui est très contemporaine, là, en ce moment. C'est les skippers qui sont en train de faire le tour du monde en solitaire. On a tous vu récemment que l'un d'entre eux a eu un grave accident et qu'un autre s'est détourné pour aller le voir. Donc, en fait, si on reprend ce concept d'impermanence, ça veut dire que la vie, c'est pas de naviguer sur un océan tranquille, c'est des coups de vent, c'est des vagues, c'est tout d'un coup un bateau extrêmement solide qui casse, mais que ce qui est important, ça va pas être d'arriver au bout du tour du monde. Ce qui est important, c'est le chemin parcouru, vu par eux. C'est-à-dire, c'est braver les tempêtes, c'est se détourner et rater la course pour aller sauver un autre skipper. C'est ça, cette course-là. C'est pas d'arriver. Donc, c'est une phrase connue, la vie, c'est le chemin, c'est pas le but. Donc, la conséquence de ce deuxième concept d'impermanence, c'est la vie, c'est l'adaptation, le changement, la souplesse. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les orientaux sont si souples. Vous les avez vus dans les épreuves sportives, ils sont d'une souplesse extraordinaire. Alors, il y a un troisième concept que je trouve intéressant, qui peut nous aider, c'est leur façon de voir la vie et Dieu, sachant que pour eux, la vie et Dieu, c'est pareil. Donc pour eux, la vie, c'est un cycle à 3 temps en perpétuel mouvement. Et Dieu, c'est-à-dire la vie en Inde, donc je fais une rapide parenthèse, les dieux indiens, c'est comme les dieux grecs, c'est pas des vrais dieux, c'est pas du folklore non plus. Le dieu indien, c'est la vie, et c'est une trinité. Donc c'est quoi cette vision d'un dieu qui est une trinité? C'est Brahma, Vishnu, Shiva, qui sont ces 3 noms de Dieu. Brahma, c'est le créateur. Brahma, c'est le créateur. Shiva, c'est le destructeur. Et Vishnu, c'est celui qui équilibre, qui maintient, qui protège. Et donc, ce Dieu, ce principe de vie a 3 visages. Cela veut dire qu'en fait, la vie, c'est une succession de création, de destruction, d'équilibre. C'est une succession d'actions, de désordre et de stabilité.
etc., etc. Et une des figures représentatives de la spiritualité indienne, vous l'avez certainement vu, c'est cette statue où on voit un dieu qui est sur une jambe et qui danse avec les bras en l'air et qui est dans une roue comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle le Shiva dansant. Donc Shiva, je vous dis, c'est le rebelle, c'est le destructeur, c'est la figure destructrice de Dieu, mais il crée le monde en dansant et en le faisant tourner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Cela, c'est que si on a une vision de la vie qui n'est pas stable, mais qui est création, destruction, équilibre, stabilité, action, désordre, cela veut dire que tout d'un coup, quand il nous arrive des grands événements, des grandes cassures, c'est nécessaire parce que derrière la cassure, il y aura un nouveau cycle, il y aura une création. Et donc, nous avons une vision de la vie comme une sorte de flèche qui va vers le haut, c'est-à-dire vers les lendemains qui chantent, vers plus de progrès, vers plus de développement, vers plus de santé. Eux, ils ont une vision circulaire. Donc, du coup, ils acceptent beaucoup mieux les retours, les catastrophes ou les difficultés ou les incertitudes, puisque derrière l'incertitude, il y aura un équilibre et il y aura une création. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que leur conception de Dieu, c'est que le Dieu n'est pas extérieur. Le Dieu est intérieur. Ce qui fait que comment dire, cette trinité, construction, description, équilibre, elle est à l'intérieur de nous. Donc, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut chercher, après une destruction, la capacité de reconstruire ou d'équilibrer. Et certains d'entre vous connaissent ce mantra qui est Om Namah Shiva. Om Namah Shiva, qui est un des mantras les plus connus, veut dire « j'honore la divinité qui est en moi », c'est-à-dire cette trinité de vie, de Dieu. Elle n'est pas à l'extérieur, c'est ma vie à moi, c'est mon principe de vie. Alors, j'essaie de ne pas être trop longue, il m'en reste plus que 2 concepts qui sont peut-être un peu plus courts. Alors, le 4e concept qui s'adapte à notre question sur l'incertitude, c'est le karma. Alors, le karma, tout le monde croit, bon karma, mauvais karma, etc. Le karma, ça veut dire responsabilité. C'est quoi le karma? Ça veut dire que chacun est responsable de ses actes et des conséquences de ses actes sur sa propre vie, sur la vie des autres et sur l'environnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on revient à l'impermanence de tout à l'heure, la vie est impermanente, donc je ne peux pas la contrôler, je ne peux pas arrêter son flot, je ne peux pas arrêter les orages, les tempêtes, etc. Par contre, j'ai le karma. Et le karma, c'est quoi? Je peux contrôler mes actes puisque je suis responsable de mes actes et des conséquences. C'est-à-dire le contrôle, c'est sur moi que je peux l'avoir, ce n'est pas sur les circonstances. Donc ça veut dire quoi dans leur esprit? Ça veut dire qu'on est acteur de sa vie, qu'on est responsable. C'est le contraire de nos attentes occidentales de prise en charge. C'est le contraire d'État-providence, c'est-à-dire chacun trouve la solution puisqu'on est responsable de ce que l'on fait. Donc si je veux que le monde aille mieux, si je veux qu'après le Covid, le monde d'après soit bien, ça ne dépend que de moi. Donc je ne me plains pas, j'agis. Vous ne verrez jamais un Indien, il y a un livre qui est très connu, qui est La Cité de la Joie, qui est assez ancien, qui se passe dans un slum indien, où on voit tous ces gens pauvres, mais qui dans le fond rient. Une des caractéristiques de ce pays, c'est la joie. Pourquoi sont-ils si joyeux alors qu'ils sont dans des conditions de vie très très éloignées de notre confort à nous? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la plainte, puisque la solution ne dépend pas des autres, la solution dépend d'eux. Donc en fait, eux, face au Covid, que disent-ils? Moi, je corresponds pas mal avec mes amis indiens. Ils disent, écoutez, on est responsable, karma. Si ça nous est tombé sur la tête, c'est qu'on a fait une erreur. Où est l'erreur? Bon, on est peut-être allé chercher des animaux dans les forêts, on a peut-être envahi des endroits où on ne devait pas aller, on a peut-être fait ceci, cela, c'est de notre faute. Donc maintenant, c'est à nous d'en tirer les conséquences et de faire ce qu'il faut pour, notamment en termes de respect de l'environnement, par exemple. Alors le 5e concept et le dernier que je vous propose, qui
qui a toujours un rapport avec notre concept d'incertitude, c'est le concept d'interdépendance. Alors là aussi, ils ont une image que j'adore, qui dit en fait, tout est lié comme un collier de perles sur un fil. C'est qu'en fait, nous, tous les hommes, les animaux, la nature, nous sommes comme un grand collier de perles. Donc chacun de nous est une perle, mais nous sommes tous liés ensemble par un fil qui est le fil du collier. Et par exemple, quand on leur demande, demande à un enfant indien de représenter lui dans le monde, il va faire un cercle comme cela et il va se mettre comme un endroit dans le cercle. Si on fait pareil, moi je fais l'exercice quand j'anime des ateliers avec philo avec les enfants, en général, un enfant français, il va faire un cercle, il va se mettre au milieu. C'est-à-dire qu'il est le centre du monde et puis autour, il y a les animaux, les insectes, la vie, les autres, etc. Donc, la vision indienne, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est tous interdépendants. Et là, pareil, il y a une métaphore qu'ils utilisent souvent que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui est sur une branche, c'est l'hiver, et puis tout d'un coup, il commence à neiger, ce qui est le cas ici à l'endroit où je me trouve actuellement. Alors, vous savez qu'un flocon de neige, ça pèse, je ne sais pas, un milliardième de milligramme, je ne sais pas exactement. Donc, il neige, il neige, il neige, et puis l'oiseau regarde la neige. Et arrivé au 3 milliardième, 300 millionième, 500, etc., flocon de neige, tout d'un coup, la branche casse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous ces flocons de neige sont interdépendants et il suffit du dernier pour provoquer une action de changement. C'est-à-dire qu'un acte minuscule peut tout changer si on s'y met tous, si toutes les perles du collier s'y mettent. Alors, cette notion d'interdépendance, elle a un autre aspect chez les Indiens, c'est l'interdépendance entre le corps et le mental. Donc, on a tous plus ou moins pratiqué ou connu le yoga. Yoga, ça veut dire joug, comme le joug que l'on met sur deux bœufs à l'ancienne pour les faire avancer ensemble quand on laboure un champ. Donc, c'est un joug qui permet non pas simplement de coordonner deux bœufs, mais de coordonner le corps et le mental. Donc, cet aller-retour entre le corps et le mental qui est pratiqué, dit par les Indiens, disent les deux sont interdépendants. Donc, si vous voulez que votre mental aille bien, il faut vous occuper de votre corps. Donc, vous occuper de votre corps, c'est tout simplement lui faire d'exercices, le nourrir de façon proche de la nature et essayer que votre corps profite de tous les éléments qui sont le soleil, l'air, l'eau, la terre et l'éther. Et même quand vous mangez, essayez de manger un peu de soleil, des fruits, un peu de terre, des pommes de terre, un peu d'eau, hydratez-vous, un peu de feu, mangez chaud, etc. Donc, si vous travaillez votre corps comme si votre corps était un esprit et que vous mettez votre corps en accord avec votre esprit, eh bien, vous organiserez une sorte de dépendance et votre esprit ira mieux. Donc, vos questions, vos problèmes sur l'incertitude, tout d'un coup, non pas disparaîtront, mais vous trouverez une sorte d'axe intérieur, une sorte de solidité, une sorte de sensation qui fait que quoi qu'on vous prenne, on peut vous prendre votre argent, on peut tout vous prendre, ça restera, on ne pourra jamais vous l'enlever. Alors, là, je fais une rapide parenthèse. Ce que je raconte peut paraître indécent pour quelqu'un qui a perdu son boulot, quelqu'un qui est chômeur, un SDF, un petit restaurant qui va fermer. Et je m'en excuse, ça peut paraître être des propos de riches, entre guillemets, mais bon, paradoxalement, même les pauvres Indiens pensent comme je suis en train de l'expliquer. Voilà, donc en synthèse, si j'essaye, avant vos questions, de résumer un peu ce qui pourrait nous aider, si on essayait de penser un peu comme eux, et de vivre notre incertitude en se mettant à leur place, si vous voulez, en adoptant leur vision du monde,
On se dirait, ben voilà, par exemple, reprenons le contact de notre mental qui est perturbé. Alors, c'est quoi reprendre le contact de notre mental? C'est faire le jeûne des médias sociaux, arrêter d'avoir notre esprit qui est absolument envahi. On a des envahisseurs qui sont les médias. Les médias campent dans notre esprit. Les médias sociaux campent dans notre esprit. Ils ont pris le contrôle. Donc, reprenons le contrôle, un peu de silence, un peu de méditation, nous dire, et si l'incertitude n'était pas un problème, si dans le fond on se trompait dans notre vision de l'incertitude, si on était comme la grenouille au fond du puits qui croit que le ciel c'est un petit cercle et que le monde n'existe pas. Troisième idée, voyons le monde comme un mouvement permanent, construction, destruction, équilibre. Voyons chaque acte voyons chaque moment de notre vie comme quelque chose dont on a le contrôle et qui peut avoir des conséquences, c'est-à-dire nous sommes responsables, n'attendons pas les réponses toutes les réponses de Macron ou de Dieu le Père, etc. Et nous sommes tous liés, comme les perles d'un collier, non seulement nous, mais nous et les animaux, etc. Alors, je vous raconte une dernière anecdote, une dernière métaphore que les Indiens utilisent souvent et qu'ils sont en train de ressortir. Quand on lit les médias indiens actuellement, ils reprennent cette idée, ils disent voilà, la Terre, le cosmos, parce qu'en fait, les Indiens croient qu'ils sont eux-mêmes le cosmos. Enfin, bon, ça, c'est encore une autre histoire, hein, mais bon, ils disent voilà, la Terre, le cosmos, c'est comme un chien qui, à un moment donné, est envahi par les puces, par les comment on appelle ça, enfin, qui est envahi par des corps étrangers. À un moment donné, il en a marre, le chien, il dit j'en ai ras-le-bol, et il secoue ses puces. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est peut-être tout simplement en train de vivre une Terre qui en a ras-le-bol et qui secoue ses puces. Donc, peut-être faudrait-il qu'on arrête de donner des puces aux chiens. Enfin, là, je ne sais pas si ce que j'ai raconté est très clair, mais dans le fond, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. On s'en est peut-être pas très bien rendu compte, mais nous en sommes responsables. Voilà, je n'ai pas été trop rapide, synthétique, je ne sais pas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Christiane. Si vous avez des questions les uns ou les autres, vous pouvez lever la main, soit physiquement, soit avec la petite fonctionnalité de Zoom. Oui, il y a Jean qui a une question. Oui, alors c'est une question, sous certains aspects, oui. Je ne peux pas prétendre connaître l'Inde, où j'ai quand même eu l'occasion de pérégriner un peu, et j'ai été évidemment très à l'écoute de ce que vous disiez, madame, sur l'Inde, puisque ça a fortement marqué, je pense, votre expérience. Moi, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer. J'ai été ébloui par la puissance de là ou des civilisations que j'ai pu rencontrer dans les parties de l'Inde que j'ai visitées. Ébloui, vraiment. Mais comment se fait-il, et là je n'ai pas l'explication, qu'il y ait un tel décalage entre cette puissance qui imprègne toutes les populations, et là je l'ai un peu ressenti comme vous, et cet état de, quand même, de déliquescence à laquelle on est confronté à chaque pas que l'on fait dans ce merveilleux pays. Écoutez, j'ai déjà une première réponse, c'est que tout dépend de où l'on va en Inde. Je dirais qu'il y a deux Indes. Il y a l'Inde qui représente environ 70% de la population, qui est l'Inde rurale. C'est-à-dire qu'on croit que l'Inde, c'est des grandes villes. En fait, non, c'est un des pays les plus ruraux du monde. C'est-à-dire plus de 70% des Indiens vivent à la campagne. Et ils ont l'habitude de dire que les grandes villes, ce n'est pas l'Inde. C'est-à-dire que si on se fait une image de l'Inde à travers les grandes villes, en fait, c'est une idée banale que je vais dire, mais finalement, toutes les villes du monde se ressemblent. Les villes, elles n'appartiennent plus à un pays ou très peu. Entre New York, Hong Kong, la capitale du Japon ou Bombay,
Bon, la couleur de peau change, les langues changent, mais finalement, la culture est la même. Donc, la première réponse, c'est que je vous rejoins sur la déliquescence quand on va dans les villes. Quand on va dans les campagnes, ce n'est pas du tout le cas. Et la vraie Anne, c'est les campagnes. Et leur objectif, c'est de rester, ils disent tous, on voudrait en 2050 être le seul pays dont la majorité de la population vit encore dans les campagnes. Et ils font tout pour cela. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle déliquescence ? C'est vrai, enfin, si vous faites allusion à l'alcool, vous faites allusion à la pauvreté. En fait, qu'est-ce qui vous donne cette impression de déliquescence ? J'ai quelques gênes à vous répondre parce qu'évidemment, ma vision est très sommaire. Mais entre cette immense pauvreté, cette immense saleté, quand même, hein, même si on peut voir les choses d'une manière différente, c'est quand même impressionnant, quoi. Voilà, ce système des castes que j'ai essayé de comprendre un peu, mais bon, ça n'est pas facile. Voilà, tout ça, ça m'a quand même interpellé beaucoup. Ben, le système des castes, enfin, je dirais, il faudrait une demi-heure pour en parler. Moi, dans mon bouquin, là, je fais un chapitre entier sur les castes. En fait, je vais là aussi passer par un exemple concret. Quand l'on commence à aborder quelqu'un de nouveau en Inde, on fait connaissance. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Est-ce que tu es marié? Quelle est ta famille? Enfin, c'est les points de repère de base. Et ensuite, très vite, un Indien vous dit « Quelle est ta place ?» Alors, c'est une question. Moi, je sais que les premières fois où on me l'a posée, j'étais assez perplexe. Quelle est ma place? Et en fait, qu'est-ce qu'ils appellent « Quelle est ta place ?» C'est à la fois, j'allais dire, une place dans le cosmos. Alors, c'est un peu théorique ce que je vais raconter, mais en fait, le système de caste, pour eux, c'est comme l'organisation du monde. C'est-à-dire que pour organiser le monde, il faut des gens qui défendent le pays, c'est les guerriers. Il faut des gens qui produisent à manger, hein, les agriculteurs. Il faut des gens qui fassent le commerce. Il faut des gens qui organisent un peu tout ça. Hein. Chez nous, c'était les rois et les nobles. Hein. Il faut des gens d'église. En fait, il y a différentes fonctions dans un corps social, comme il y a des fonctions dans le cosmos. Donc, ma place, au jour d'aujourd'hui, décembre 2020, ça va être d'être, par exemple, au pied, c'est-à-dire parmi les agriculteurs, en fait dans les basses castes. Mais comme je vais bien faire mon travail en tant qu'agriculteur dans les basses castes, j'aurai dans la prochaine vie accès au fait que je vais être ou brahmane ou autre. Donc en fait, j'ai tout un cycle de vie pour parcourir toutes les places que l'on peut avoir dans le monde et la société. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si vous êtes brahmane, en Inde, vous mendiez. Si vous êtes dalit, c'est-à-dire hors caste, vous pouvez être milliardaire. Ce n'est pas du tout comment dire, un paradoxe gratuit. Il y a l'équivalent des Rotary en Inde, qui sont des groupes réunissant des millionnaires, des milliardaires, dans lesquels il n'y a que des dalits, c'est que des basses castes. Parce que être basse caste, ça permet tout. Donc, ça permet de s'enrichir. Alors que si vous êtes un guerrier, c'est-à-dire un Rajput, ben, il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de faire, aussi bien en termes de métier qu'en termes de... Vous ne pouvez pas, par exemple, bouger de votre terre, parce que vous allez quitter votre terre, on ne quitte pas sa terre quand on est Rajput, parce que la terre, c'est votre mère. Donc, sur le plan social, il y a un paradoxe, c'est que parmi les mendiants dans la rue, ben, vous trouverez des brahmanes. Donc, je vais un peu vite, mais c'est un pays qui est tellement compliqué à comprendre que si on s'arrête aux apparences, on a du mal. Bon, quant à la saleté, alors ça c'est autre chose. C'est pareil, si en ville c'est sale, quand vous allez dans les petites villes, au contraire, vous avez tous les matins, les femmes sortent, elles balayent. Enfin bon, moi c'est ce que j'ai vécu dans le sud, elles balayent, elles font ces dessins avec de la poudre de la farine de riz pour que les fourmis s'arrêtent ici et ne rentrent pas dans les maisons, puisqu'elles vont avoir à manger devant la maison. Enfin, c'est vrai que c'est sale, hein, mais c'est vrai qu'il y a du plastique partout. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des castes d'écologistes. Donc,
qui sont les Bichnoï, qui est une caste écolo depuis 2000 ans. Enfin bon, c'est un tel mélange que vous avez raison. Et on peut dire le contraire. On peut dire tout et son contraire dans ce pays. Merci pour cette réponse. D'autres questions? Est-ce que vous avez le sentiment que le sujet de l'incertitude est vu peut être vu d'une autre façon que de la nôtre? Christine, tu as une question, c'est ça? Non, c'est juste un commentaire. Un grand merci, Christiane, pour votre présentation. Ces concepts que vous nous avez présentés viennent de l'hindouisme, plus ou moins, ou quelles sont leurs racines dans la culture indienne? Alors, on les retrouve dans l'hindouisme et le bouddhisme, hein, puisque le bouddhisme, il y a moins de 5% des Indiens qui sont bouddhistes. Donc, en fait, ce sont des concepts hindouistes, mais ce sont des concepts qui ont environ 3000, 4000 ans d'existence, c'est-à-dire même avant l'hindouisme, puisqu'on les retrouve dans les grands textes fondateurs. Les Védiatas. Voilà, exactement, que l'on retrouve, voilà. Donc, et vous savez, en plus, vous savez, ces grands textes fondateurs, en fait, c'était des textes oraux qui étaient transmis de sage en sage et qui ont été compilés et qui sont les Védas et enfin toute une série de textes. Donc, ce sont plus des concepts philosophiques que des concepts religieux. C'est juste pour dire que dans l'hindouisme, il y a une partie philosophique et une partie religion, parce qu'il y a quand même des rites, etc. Donc, ce sont plus des concepts philosophiques, mais bien sûr qui ont été repris par l'hindouisme et le bouddhisme. Mais on les retrouve aussi au Japon. Par exemple, moi j'ai été très frappée quand il y a eu la catastrophe nucléaire au Japon. Vous savez, le tsunami qui a détruit les installations nucléaires avec tout ce que ça a procuré. Quand on écoutait ce que disaient les médias japonais, ils étaient d'un zen absolu, c'est-à-dire, certes, il y avait des morts, c'était une catastrophe, etc., mais ils n'ont pas du tout, comment dire, vécu cette catastrophe comme on aurait pu le vivre parce qu'ils ont les mêmes concepts, en fait. Hein, les mêmes concepts du rapport à la vie, des cycles de vie, etc. Donc, pour répondre plus globalement à votre question, ce que j'ai expliqué dépasse l'hindouisme. On va retrouver des concepts équivalents au Japon. Moi, je pense, c'est une opinion personnelle, que si la Corée du Sud a si bien géré le Covid, bon, il y a des explications d'organisation de la société. Il y a une explication qui est que c'est une civilisation, c'est une culture assez militaire, hein, puisque la Corée a encore récemment été gouvernée par des militaires. Mais surtout, je pense qu'il y a cette conviction chez les Coréens du Sud de dire on est responsable de notre vie. Et si je sors sans mon masque, karma, je sais quelles vont être les conséquences de mon acte. Et ces conséquences, elles vont retomber sur les autres, mais aussi sur moi, et un jour, je le paierai. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est des concepts qui dépassent l'hindouisme. Ça devient des modes de vie et d'organisation de vie. C'est une vision du monde. C'est une vision du monde, ouais. Et une vision de la place de chacun dans ce monde, de son rôle. Voilà. D'autres questions pour Christiane ou remarques? Merci beaucoup, Christiane, pour cette présentation. Serge Point et Jean. Est-ce qu'on m'autorise très vite à poser une question? Attends, il y a Serge, Jean et après bon, alors, une question. Je peux renoncer s'il y en a d'autres. Hein. Il y a Serge Point. Merci de me passer la parole. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Serge. Bon, ok, merci. Merci, Madame Khénard. J'ai une question sur le plan géopolitique. L'Inde, dont on dit que la population va bientôt dépasser la Chine, si ce n'est déjà fait, en termes de population, quelles conséquences voyez-vous sur l'équilibre du monde, en termes de compétitivité sur le plan économique, industriel
ou forces militaires éventuellement, parce que l'Inde dépense quand même beaucoup d'argent pour s'armer. Pour son armée Oui, des efforts de défense, sécurité défense. Bon. Quelle est votre vision sur l'Inde de demain, quelque part, dans ce contexte, hein, malgré le fait que c'est une grande démocratie, mais avec le système de caste, etc., qu'on vient d'évoquer. Merci. Oui, eh bien écoutez, rapidement, deux réponses. La première, c'est que le grand enjeu de l'Inde, c'est la Chine. C'est-à-dire que d'abord, la Chine, c'est quand même l'ennemi depuis longtemps. L'Inde est très marquée par la guerre éclair qui a eu lieu dans les années 50 entre la Chine et l'Inde, où ils se sont fait littéralement écrabouiller. Ils craignent la Chine parce qu'il y a la fameuse guerre de l'eau, c'est-à-dire que la Chine peut détourner le cours de certains fleuves et assécher une partie de l'Inde du nord-est. Donc, il y a une grande tension potentielle à tout point de vue entre l'Inde et la Chine. Et donc, les risques de conflit ne sont pas du tout écartés. Encore aujourd'hui, quand on va dans les frontières nord, dans le Sikkim par exemple, il y a tous les jours des escarmouches. Il y a tous les jours un hélicoptère chinois qui survole l'Inde, lance des prospectus. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Là, et sachant que vous avez dû entendre parler d'un grand accord économique passé entre tous les pays asiatiques, voilà, qui est le plus gros accord d'échange économique mondial, qui a été signé il y a 2 ou 3 semaines. Pour l'instant, l'Inde ne l'a pas signé, hein, parce qu'elle se méfie, et notamment dans ce que la fameuse route de la soie nouvelle que la Chine est en train de lancer de façon tentaculaire un peu partout, et qui est même jusque chez nous, puisqu'ils ont racheté un port grec pour faire accoster leurs marchandises et leurs bateaux. Pour l'instant, l'Inde refuse de leur accorder des ports, malgré que les Chinois soient prêts à dépenser des milliards et des milliards. Donc voilà, donc ça c'est la première réponse. La deuxième réponse sur la géopolitique, c'est que paradoxalement, l'Inde n'a pas très envie de faire partie du monde. Enfin, j'exagère un peu. C'est un pays qu'on connaît mal, mais c'est pareil, on ne les intéresse pas du tout. C'est un pays qui vit comme une espèce de bulle, si vous voulez. À la fois une bulle culturelle, c'est-à-dire qu'ils ont une culture tellement particulière qu'ils ont complètement peur qu'on vienne les contaminer. Donc, ils sont très isolationnistes, ils sont très nationalistes, ils sont d'un nationalisme absolument exacerbé. Par exemple, je le cite dans mon bouquin, j'avais vu le lancement d'un smartphone, qui est un smartphone vendu 5 €, qui est une copie conforme d'un Apple, peut-être un peu moins bien, mais copie conforme. Ils l'ont lancé, le smartphone est recouvert avec le drapeau indien. C'est comme si nous, on lançait un smartphone avec le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être à part, d'avoir une culture à part, que les autres ne comprennent pas trop. Donc, ils sont assez fermés. Donc, ils n'ont pas tellement d'ambition mondiale. Alors, bien sûr, ils ont besoin de nous pour les avions, ils ont besoin de l'arme atomique pour se défendre contre l'Irak, pas l'Irak, pardon, excusez-moi, contre le Pakistan. Ils ont besoin de nous pour régler leurs problèmes avec les musulmans, parce que s'ils ont un problème avec les Ouïghours sont les Chinois, non, mais ils ont un problème interne de menaces terroristes, des nouvelles formes musulmanes qui est bien pire que nous. Donc, ils ont des problèmes communs avec nous, mais ils ont leur façon à eux de le régler. Et par exemple, quand il y avait eu le tsunami dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a quand même touché très très fortement la côte sud-est, voilà, merci, ils ont refusé toutes les aides internationales en disant, écoutez, on est tout à fait capable de se débrouiller, ce qu'ils ont très bien fait d'ailleurs. Et leur objectif économique,
c'est de faire face à la demande intérieure. Donc, leur développement, ils n'ont pas besoin de l'exportation. Il faut d'abord qu'ils arrivent à soutenir un développement suffisant pour faire face à la demande intérieure, quand vous pensez que, grosso modo, j'ai peur de me tromper dans les chiffres, mais vous avez chaque année 50 millions d'enfants qui naissent, c'est l'équivalent d'à peu près la France. Donc, leur priorité, c'est de les nourrir, de leur assurer une éducation et de leur proposer un emploi. Alors, par rapport à ça, l'exportation, le monde, l'ONU, tout ça, ce n'est pas vraiment leur problème. Merci beaucoup. Ludovic, je te laisse conclure. Je pense qu'on est arrivé au terme. En tous les cas, je tenais à vous remercier, Christiane, pour cette présentation. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est bien d'avoir vécu, ce serait bien d'avoir vécu sur place, comme Jean a pu le découvrir, pour se rendre compte réellement de ce que c'est effectivement cette façon de voir les choses et toutes ces incertitudes vécues par les Indiens. Voilà. Lisez mon bouquin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais proposer à Véronique qu'elle nous montre votre bouquin, parce que je vois qu'elle l'a en gros, en large, en travers, donc au cœur de l'Inde. Non, c'est un bouquin qui est par thème. La famille, l'argent, Dieu, l'économie, l'agriculture. Ce qui était appréciable dans votre présentation, c'est que c'était justement bien structuré par chapitre, et donc j'imagine qu'effectivement, on doit bien le retrouver dans votre livre. En tous les cas, vraiment un grand merci.